Merci de vous joindre à FM Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Nous débutons par cette situation sécuritaire, un exploit de plus dans le rang des FARDC. 3 rebelles ADF ont été abattus dans la nuit de lundi par l'armée régulière près du pont Sémiliki au secteur de Rwenzori à Beni dans la province du Nord Kivu. Selon Anthony Mwalushaï, porte-parole de l'opération Sokola 1, un militaire congolais est également tombé sur les champs de bataille. Il a été joint au téléphone par Patrick Ngou. En fait, d'une façon générale, la situation sécuritaire dans le Rwenzori se porte bien, mais malgré quelques couacs sur la situation sécuritaire, c'est l'exemple de la nuit d'hier où nos troupes qui étaient en pleine patrouille de combat se sont affrontées avec les terroristes ADF MTM, non loin du pont Semuleki, sur la route Beni-Kasindi. Alors, après quelques 20 minutes d'affrontement, et nous avons réussi à neutraliser 3 terroristes ADF et récupérer 2 armes de guerre de type AK-47. Et du côté armé, nous avons perdu un élément qui a reçu des balles ennemies et la mort s'en est suivie quelques minutes après. Donc vous allez comprendre que nos troupes sont toujours en mouvement 24 heures sur 24 pour donner la sécurité dans la population de Rwenzori et surtout sécuriser davantage la route Beni-Kasindi et permettre aux commerçants de reprendre leur travail. Restons dans la province du Nord Kivu où dans la zone de guerre entre la RDC et les rebelles rwandais, des élèves ont pu passer les épreuves de l'examen d'État bien qu'ils aient été démoralisés. Selon le président de la société civile de Rutshuru, Jean-Claude Bambazé, les combats ont baissé d'intensité ces derniers jours. Il a été joint au téléphone encore une fois par Patrick Ngou. En tout cas, du manière générale, tout se passe bien. Après 9 jours, c'est très bien passé. Donc il y a des élèves qui sont dans des zones occupées par l'M23 qui ont fui vers le Tourou. On a dû ajouter des centres supplémentaires pour eux. Mais également ceux qui étaient au niveau de l'Ouganda ont pu traverser depuis hier à l'aide des notables de la place. Ils sont préchargés par les notables et aussi viennent de passer les examens. En tout cas, tout s'est très bien passé. Mais est-ce que vous pensez qu'ils avaient un état d'esprit solide en place, les élèves? Non, pas du tout. C'est des enfants traumatisés par la guerre. Ils n'ont pas eu assez de temps pour la préparation des examens là. Ils étaient dans le refuge, tout ça, avec les conditions de vie qui ne sont pas aussi favorables. Donc, bref, il faut dire qu'ils ont passé l'examen, mais pas dans des conditions normales. Hein. Et comment se passe la situation sécuritaire sur place, à Bunagana notamment? Bon, à Bunagana, c'est toujours les rebelles qui sont là-bas. Donc, c'est toujours le problème de l'insécurité dû à ces rebelles. Est-ce que les affrontements se poursuivent entre les rebelles du Rwanda et les FARDC? Non, pour le moment, il y a eu une accalmie. Ça fait maintenant plus de presque une semaine qu'il y a eu une accalmie. Il y a eu des affrontements, à part quelques cas isolés où ils voulaient s'attaquer, des tirs de part et d'autre, mais la semaine était plus ou moins calme de part et d'autre. Et on va parler de la commémoration de la journée de la justice internationale. Cela fait exactement 20 ans depuis la création de la Cour pénale internationale, mais également du statut de Rome. Le gynécologue congolais Denis Mukwege, interrogé à cet effet, fustige la position de cette juridiction à propos des crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo. Delphin Moukeba nous en parle dans ce récit. Le prix Nobel de la paix 2018 s'est dit témoin oculaire de la responsabilité qui revient prioritairement à l'État congolais de poursuivre et de juger les criminels commis sur son territoire. Seulement, son regret est que, malgré les efforts de la justice militaire, il est clair que les autorités nationales n'ont toujours pas la capacité de relever les défis. Pour lui, les dirigeants du pays manquent de punitions pour le crime commis dans le passé. Les réparateurs des femmes violées trouvent qu'il est nécessaire de se réunir pour siffler la fin de ces tragédies avec l'assistance de la Cour pénale internationale pour trouver la paix. Pour rappel, le statut de Rome et de la CPI sont entrés en vigueur le 1er juillet 2022 pour contribuer à la lutte contre l'impunité et la restauration de l'état de droit dans le monde.
Au chapitre de la politique, nous allons parler du premier baptême de feu pour Jean-Marc Kaboun, 24 heures seulement après sa sortie médiatique. Le bourgmestre de la commune de Limete annonce la suspension des travaux de construction du stade de Waya Waya, dénommé Étienne Tshisekedi, financé par le patron du parti Alliance pour le changement. Cette décision est contenue dans un communiqué rendu public hier mardi. Les précisions, c'est avec Israël Kaléo. Financé par Jean-Marc Kaboun, les travaux de construction du stade municipal sont mis en pause suite à une construction anarchique dans le terrain de l'État, d'après un notable de Kingaboa. Dans un document qui a été rendu public, le bourgmestre de la commune de Limete appelle le concerné à bien vouloir se présenter auprès du service de l'urbanisme de la dite commune. Par ailleurs, si ces derniers n'exécutaient pas cet ordre, une réquisition de force sera appliquée selon la vigueur de la loi, d'autant plus que celle-ci appartient à l'État et donc qui construit chez autrui, comme le dit un dicton. Ce stade municipal a été construit dans l'objectif de rendre une fois de plus hommage au Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba. On va rester dans ce chapitre pour vous dire que cette sortie médiatique de Jean-Marc Kaboun a connu la participation d'une multitude des sympathisants de Kaboun qui l'encouragent dans ce nouveau chapitre de sa vie politique. Mais il y a également ceux qui ne digèrent pas que Jean-Marc Kaboun fasse l'opposition contre ce qu'ils appellent sa propre famille. Ils sont au micro de Patrick Ngouo et Papi Van. Biso peuple limite pour soutenir pour le changement au Congo parce que par exemple Alliance pour le changement. Donc nous changement comme en 2023. Moi j'encourage le président Kaboun qui continue, qu'il aille de l'avant avec ce qu'il est en train de faire parce qu'il a montré à la face du monde qu'il aime le peuple congolais et il est congolais d'origine. Il a bien dit, il accepte maintenant de faire l'opposition. Moi-même de ma part je me demande, il fera l'opposition contre l'IDPS. Il fera l'opposition contre sa propre maison, parce que l'IDP c'est sa propre maison. De ma part étant jeune, je souhaiterais qu'ils puissent tous revoir. Nous, les jeunes de l'Union patriotique pour le progrès, nous ne sommes pas vraiment du tout d'accord avec Jean-Marc Kaboun. Il doit d'abord revoir beaucoup de choses. Quand il dit que non, il veut faire l'opposition, mon frère venait de dire qu'il veut faire l'opposition avec sa maison. C'est pas du tout normal. La RDC accroît sa production agricole des maïs et ceci est rendu disponible grâce aux ex-Kuluna envoyés à Kanyama KCC dans le Olomami qui œuvre désormais dans le service national. La moisson a été présentée par le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, son coordonnateur. Suivez. Cette opération de récolte des maïs à l'aide de la moissonneuse-batteuse est le résultat issu du service national de Kanyama KCC. Une moisson dont les principaux cultivateurs sont les jeunes arrêtés suite à la délinquance à Kinshasa et transférés à Kanyama KCC qui sont aujourd'hui devenus agents du service national. Sous la supervision du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, ces jeunes sont aujourd'hui artisans de la production agricole des maïs qui s'étendent sur des milliers d'hectares. Ces ex-Kuluna sont désormais utiles au développement de la République démocratique du Congo à travers le service national. Cette récolte des maïs est une contribution importante de la jeunesse à la production agricole congolaise. En société, on retrouve de plus en plus des caniveaux bouchés à travers la capitale. C'est notamment le cas de la commune de Limete au niveau de la première rue où on y trouve des déchets plastiques de toutes les couleurs. Cette situation dérange au plus haut point la population approchée par Richard Kabeya et Enoch Mafuka. Ces situations peuvent s'expliquer par l'absence de poubelles le long de routes notamment. C'est agaçant de se promener avec des bouteilles en plastique ou d'autres déchets sans savoir où les jeter. Voilà pourquoi Jérôme préfère les envoyer droit vers les caniveaux. Ce n'est pas forcément la faute aux passants. Après avoir bu un jus ou de l'eau, c'est impossible quand même de se promener avec 2-3 bouteilles. Maintenant, ceux qui ont peut-être où vont-ils les jeter? Il faut que les poubelles soient disponibles pour les déchets. Les projets Kinbopeto ne devaient pas se limiter qu'à balayer les rues. Pour Samy, vendeur des livres, il faut penser non seulement à placer des poubelles, mais surtout assurer leur évacuation régulière. Nous autres, on jette dans les caniveaux parce qu'on ne trouve pas de poubelle pour mettre des déchets. Kinbopeto ne doit pas seulement se limiter quelque part, on doit aussi le vivre où on se trouve.
En somme, cette problématique engendre notamment des problèmes de santé, dont la malaria et la fièvre typhoïde. Autre problème des caniveaux, c'est au quartier Founa, toujours dans la commune de Limete, où les eaux de la rivière sortent de leur lit pour envahir les avenues, avec toutes les conséquences néfastes que cela implique sur le plan sanitaire. Reportage Delphin Moukeba et Absalom Koubelana. Le quartier Founa est victime de caniveaux bouchés il y a de cela plusieurs années. Cette région s'accroît en construction sans normes, cause majeure de cette situation peu luisante. Ici, lorsqu'il pleut, l'eau inonde l'avenue, des gens construisent sur la route, il n'y a pas moyen que les véhicules passent. Quand la voie est inondée, les gens marchent comme s'ils sont sur une pirogue. Parmi les conséquences de cette problématique, il y a notamment la dégradation de la situation sanitaire. La rivière Kalamou n'est pas entretenue. Que le gouvernement fasse l'entretien, comme ça la route sera dégagée. Nous sommes encore pendant la saison sèche, mais c'est très sale comme ça. Alors si la pluie commence... D'autre part, certains se sont limités à critiquer la quasi-absence des autorités municipales dans la région. Dans notre milieu, on ne connaît pas les chefs du quartier. Ces derniers n'inspectent pas les quartiers pour savoir ce qui se passe. On ne connaît pas son visage, il ne vient pas ici. La population lance un appel fort aux chefs du quartier et au bourgmestre de la commune pour leur venir en aide au risque de vivre le pire lors de la saison de pluie qui s'approche. Et dans un autre registre, l'Afrique est de nouveau menacée sur le plan sanitaire. Après le feuilleton Covid-19, voilà la maladie des Marburg qui se présente et fait déjà des victimes. 2 premiers cas ont été déclarés au Ghana, selon l'Institut Pasteur qui a rendu public ces statistiques. Suivez Israël Kaléou. Un prélèvement sanguin a été réalisé dans l'hôpital d'une région d'Enchantissi. Le médecin ne s'inquiétait pas de ces 2 cas jusqu'au décès de la première patiente qui présentait des symptômes de cette maladie caractérisée par la fièvre, courbature, diarrhée et des sangs de sel. Ces 2 cas disent avoir été en contact direct avec 63 personnes. De ces faits, l'OMS affiche son inquiétude, d'autant plus qu'elle avait annoncé en septembre 2021 la fin du premier épisode du virus des Marburg en Afrique de l'Ouest, 42 jours après l'identification d'un cas unique en Guinée et dans plusieurs pays d'Afrique, notamment Afrique du Sud, Angola, Kenya, Ouganda et aussi en République démocratique du Congo. Ainsi, l'OMS annonce qu'il n'existe pas encore de vaccins ou traitements antivirus approuvés pour traiter le virus. En guise de rappel, cette maladie à virus de Marburg est une fièvre hémorragique qui se transmet à l'homme par le chauve-souris frigivore. Elle est presque aussi meurtrière qu'Ebola-virus qui se propage dans l'espèce humaine par contact direct. Abordons à présent le chapitre du sport. Je suis pressé de travailler et de retrouver le vélodrome. Ce sont là le premier mot de l'international congolais Chancel Mbemba qui, après avoir signé un contrat de 3 ans avec le club français à l'Olympique de Marseille, a été présenté ce mardi devant la presse, là où il évoluera désormais avec un joueur congolais, Cédric Bakambo. Reportage Lionel Ngolo et Fabrice Mwanda. Je dis merci d'abord à tous les supporters et c'est grâce je suis ici. Après avoir paraphé un contrat de 3 ans avec l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba sera officiellement présenté comme nouvelle recrue pour le club phocéen. Mais bien avant, l'international congolais s'est confié au micro de la communication du club, le défenseur central congolais qui est arrivé libre de tout contrat en provenance du FC Porto, s'est montré impatient de retrouver les vélodromes. Il faut d'abord, je rencontre tous mes coéquipiers, les staffs, les coachs et je suis pressé de s'entraîner avec tout le monde. Chancel Mbemba ne sera pas le seul léopard dans l'écurie marseillaise. Son compatriote Cédric Bakambu y est depuis janvier 2022. Les 2 hommes se sont déjà entretenus. Ouais, on a parlé hier. Il m'a dit ouais, tu vas venir chez moi ou quoi? Moi je dis pas de souci, t'inquiète. Tous les trucs ça va passer bien parce qu'il faut être avec la foi. Je suis là, avec lui.
Retrouver le mythique Vélodrome est un privilège pour le joueur de 27 ans qui veut également rencontrer le fan du seul club français champion d'Europe. J'ai envie de voir tous les supporters, comment les chauds. Je préfère ça. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur FM Télévision, vous ne serez jamais déçus. Excellente suite de programme.